Voilà, petit exercice, je vous montre. Ne le faites pas maintenant, il faudra faire un nouveau document, format, lettre avec des pages en vis-à-vis verticales, avec 16 pages dans le document. Et au niveau des colonnes, laissez une colonne, on va pas faire une grille de lignes de et on va pas faire une grille modulaire ici. Voilà, alors sur la page 3, il faudra, faire ceci. Au niveau de la taille du médaillon, je vous laisse choisir. Donc 2 médaillons. Je vous laisse choisir la taille à laquelle vous le faites exactement, la taille exacte que vous choisissez, mais faites-le à peu près de cette dimension-là sur la page. Donc voilà, c'est un petit exercice, je ne vous en dis pas plus. Testez, puis on le fera ensemble. Cet exercice, ou sur la page 3, j'ai 2 médaillons qui ont le même look. Alors, que je vous montre jusqu'où je suis allé ici, vite fait, en 5 minutes tout à l'heure, quand j'ai préparé l'exercice. Et c'est ce qu'on va le refaire ensemble, comme ça vous aurez la totale. Et après, on en fera 6 des médaillons et on verra l'alignement des uns par rapport aux autres. Mais ça, c'est pour après. Donc, si je vais dans la palette style de paragraphe, je vous montre que j'ai créé un style de paragraphe pour le texte à l'intérieur. Ça veut dire que si je double-clique à droite du nom ici du style de paragraphe et que je fais format de caractère de base, par exemple, si je vais modifier la taille du corps en ayant la case aperçue enclenchée en bas, je vois directement derrière que dans tous les médaillons, ça modifie la taille. Ça peut être intéressant pour gagner du temps, évidemment. Bien sûr, la police, on pourrait changer. Voilà. On pourrait changer les choses. Ensuite, ça, c'était un style de paragraphe. Comme vous avez vu, c'est pour tout le contenu du médaillon. Je viens de mettre en bold italique le numéro au-dessus, mais également le nom de la rubrique a subi le changement. Maintenant, j'ai également fait un style de caractère. Non, j'ai fait 2 styles de caractère. J'en ai fait un pour la rubrique, donc je vais double-cliquer. Format de caractère de base, je peux par exemple aller modifier la taille, voilà, oui. OK. La police, je pourrais modifier aussi et prendre autre chose. Bon, ça va pas être évident ici parce que je ne vois pas les polices ici. Il faudrait que je repère quelle est la police. Vous voyez, il n'y a pas la prévisualisation de la police, hein. Mais bon, techniquement, voilà, on peut modifier la police. Ensuite, style d'objet aussi. J'ai fait un style d'objet pour les médaillons. Ça veut dire que si je double-clique sur le style d'objet médaillon, je peux aller modifier le contour, par exemple. Voilà, l'épaisseur du contour. Ça se modifie sur tous. Donc, si j'en avais 50 ou 200, ça fonctionnerait, hein. C'est ça l'idée, hein. Voilà. Le type de contour, etc. La couleur du contour, mais il vaut mieux que ça reste de la même couleur que le fond, parce que sinon ça fait ça, en fait, hein, avec les contours spéciaux qui sont ici. À moins que je prenne un contour en continu, et alors là, je peux changer la couleur. Ça, c'est la couleur de fond, c'est malin. Voilà, ce genre de choses. Donc, vous voyez, l'utilisation des styles,
Bon, je vous avais pas dit qu'il fallait utiliser les styles, hein. C'est juste le petit bonus ici. Bon, ben, on peut essayer de refaire ça si vous voulez. Ah oui, j'ai pas montré que j'ai également fait un style de caractère pour l'exposant, en fait. Pour l'exposant, et je vais donc pouvoir éventuellement même modifier la taille de l'exposant. C'est pas C'est un caractère qui est relevé comme ça par rapport aux autres. Et si c'est l'inverse, s'il est en bas, ça s'appelle un indice. Donc quand on doit inscrire par exemple x au carré, le 2 c'est un exposant. Ok, donc petit exercice, et puis comme je vous disais, après, on va voir plusieurs manières pour en faire plusieurs, et qui soient bien alignés les uns par rapport aux autres. On va tenter de faire quelque chose après, et c'est le début d'une mise en page, ce sera au centre de la page de droite, et puis après, il y aura un fond sur toute la page, il y aura un objet qui habille en bas, il y aura un objet détouré sans son décor à gauche, il y aura du texte. Voilà, c'est juste un petit exercice pour commencer. Ok, je suis sur le document vierge. Vous pouvez mettre vos médaillons, vous, sur le côté, en fait, hein, si vous voulez. Vous les mettez sur le côté. Oui, finalement, je vais continuer sur ce document-ci. Comme ça, c'est comme vous. Je mets sur le côté, voilà. Bien sûr, ce qui est sur le côté, je ne le vois pas parce que je suis actuellement en affichage aperçu, mais si je suis en affichage normal, je vois ce qui est sur le côté. Et on va refaire ici. Il y a juste que pour refaire l'exercice, je devrais quand même supprimer les styles que j'ai faits. Parce qu'on va refaire l'exercice. Alors, l'espace qui se trouve autour des pages, c'est ce qu'on appelle la table de montage. Alors, on était allé dans les préférences. Je pense qu'on était allé dans les préférences interface et qu'on avait été décocher ceci, faire correspondre la table de montage au thème de couleur. Ainsi, quelle que soit la couleur de l'interface que vous avez choisie, vous avez du blanc sur la table de montage. Parce que si ça, c'est coché, ça va être en fonction de la couleur d'interface que vous avez choisie, ça va faire du gris plus ou moins foncé, et c'est pas très pratique. Donc, ça vous rappelle quelque chose, ça, qu'on avait vu ça? Ok. Ensuite, quelque chose qu'on n'a pas vu, c'est que la table de montage, s'il fallait, on pourrait l'agrandir. Bah, typiquement, quand on fait de l'interactivité dans InDesign, on a parfois besoin d'une table de montage plus grande. Si vous faites un long bloc de texte vertical qui doit scroller, on doit pouvoir scroller dedans parce qu'on le place dans un autre bloc plus carré et on doit pouvoir scroller. Tout ça, ça demande d'avoir de la place sur la table de montage, notamment pour pouvoir préparer tout ça avant de l'amener sur la page dans le document. Donc, je vous montre juste ici que dans repères et table de montage d'origine, dans InDesign, vous avez des marges horizontales, donc l'espace de chaque côté de la double page, là. L'espace de chaque côté de la double page, ce qu'ils appellent ici, dans les préférences, repères et table de montage, ils appellent ça marge horizontale, ça a la même largeur que les pages du document. Donc, c'est un format lettre et ça, c'est la largeur d'un format lettre. Bien sûr, ça peut être modifié. Et en hauteur, marge verticale, en haut et en bas, vous avez 1 pouce anglais, 25,4 mm. Ça peut être modifié si vous voulez. C'est vous qui voyez. Par exemple, ici, je vais le faire passer à 160. OK. Et bien voilà, j'ai beaucoup plus d'espace pour manipuler mes objets avant de les amener sur les pages.
Donc, cette notion de table de montage, ça vient de la typographie traditionnelle avec des caractères mobiles, où vous avez la page, en fait, et sur le côté, vous avez de la place. En fait, on appelle ça le marbre, aussi en typographie traditionnelle. Alors, juste pour votre information, vous avez déjà vu des caisses comme ceci qui contiennent des caractères typographiques. On en vend pas mal, ça a du succès dans les magasins de seconde main pour faire de la décoration. Ça vous dit quelque chose, ces caisses? Non. Jamais vu? Donc ça, c'est les caractères mobiles inventés par Gutenberg. En fait, non, ça a été inventé par des Asiatiques avant, mais c'était en bois. Gutenberg, il a fait des caractères en alliage, en fait, hein, en alliage. Et donc, vous avez une caisse dans laquelle il y a les caractères mobiles et le typographe compose les caractères. Et bon, tout ça a été supplanté par la technique offset qui s'est développée petit à petit, on va dire, milieu du XXe siècle. Et puis, voilà, la technique offset, les photocomposeuses. Voilà, ici j'ai tapé caisse typographe et c'est ce genre de caisse. Ça vous dit toujours rien? Vous n'avez jamais vu ça dans un magasin de troc, des choses comme ça? Non? Il y en a qui s'en servent, ils prennent ça, ils achètent ça, ils mettent leurs bijoux dedans. Et en fait, à l'origine, c'est les typographes qui vont prendre les caractères mobiles. Oui, chaque caractère, chaque lettre est une barrette là, et au bout de la barrette, il y a le caractère en fait, hein, pour les assembler sur le marbre, pour faire les pages. Mais alors, la petite histoire, comme ça, vous voyez, c'est que voilà, le typographe, il a cette caisse-là devant lui. Les caractères minuscules sont en bas et les caractères majuscules sont au-dessus. Parce qu'en fait, les majuscules, ben, on les utilise moins souvent, donc on les met sur le dessus de la caisse. Comme ça, on minimise les mouvements qu'on fait quand on compose. Vous voyez? Si les minuscules étaient au-dessus, ça multiplierait les grands mouvements pour aller chaque fois les chercher sur le dessus de la caisse. Mais donc, c'est pour ça que les caractères les moins utilisés se mettent sur le dessus de la caisse, sur le haut de la caisse. Et les caractères les plus utilisés sur le bas de la caisse. Et c'est de là que vient l'expression que vous connaissez peut-être, haut de casse, bas de casse. Ça vous dit quelque chose? Mais casse, c'est l'ancien nom français pour caisse. Et haut de la caisse, ben, c'est pour les majuscules. Bas de la caisse, c'est pour les minuscules. Haut de casse, bas de casse. Voilà. Et alors, quand vous êtes dans un logiciel de création de texte et que vous avez cette icône là, vous voyez, c'est cette espèce de chose bizarre, on se demanderait c'est quoi ce double Y inversé. Ça représente l'outil du typographe pour composer. C'est un outil qui s'appelle le composteur et il se sert de ça pour assembler les caractères mobiles. Je ne vais pas aller plus loin ici, mais comme ça, vous voyez qu'en fait, il y a beaucoup d'histoires dans ces logiciels et on voit parfois des outils qui nous paraissent bizarres, mais en fait, c'est des outils traditionnels qui ont été remis dans InDesign et dans d'autres logiciels. OK. Bon, ben allons-y, hein, sur la page 3. Vous avez certainement pris l'outil Ellipse. Vous l'avez positionné sur la page. Vous avez appuyé, commencé à tracer avec la touche Shift pour que ce soit parfaitement un cercle et éventuellement avec la touche Alt, la touche Option, pour que ça se trace par le centre. Ensuite, il fallait lâcher le bouton de la souris, puis les touches au clavier qui sont des touches de contrainte, donc on ne les lâche pas avant ou en même temps que le bouton de la souris, c'est après. Ensuite, dans la palette nuancier, fenêtre, couleur, nuancier, on crée une nuance. Donc, dans ce cas-ci, j'ai choisi de faire du CMYN. OK, là, voilà.
Oui, en effet, on avait vu ça. Et là, je vais redouble-cliquer sur la couleur. Si on a la bonne couleur, mais pas la bonne intensité lumineuse, on peut, avec la touche majuscule, prendre un curseur qui est ni à zéro ni à fond, un curseur qui est entre les deux avec la touche majuscule et ça bouge tous les curseurs. Alors, il y en a qui aiment aussi utiliser le TSL, c'est une autre manière de créer les couleurs. Teinte, saturation, luminosité, c'est plus naturel. Pourquoi pas? Donc, au niveau du fond de l'objet qui est sélectionné, je peux mettre la même couleur. Par la palette contour, fenêtre, contour, on va pouvoir choisir l'épaisseur du contour, mais là, il reste collé à la forme et il a la même couleur, donc ça n'a pas beaucoup de sens. Ça, c'est intéressant de le faire quand on choisit un type de contour double, dans un sens ou l'autre. Voilà. Alors, par rapport à Illustrator, InDesign, au niveau des contours qu'on met sur les blocs, comme ça, c'est très faible. C'est très. Il n'y a pas beaucoup de paramètres par rapport à Illustrator. Donc, parfois, on peut amener des formes vectorielles circulaires comme ça, avec un contour spécial qui a été fait dans Illustrator, l'importer dans InDesign et l'utiliser en tant que bloc couleur pour le fond, quoi. Alors, la palette contour chez vous, est-ce qu'elle apparaît grande comme ça avec toutes les options en bas? Ok, parce qu'en fait, dans le menu Pancake de la palette contour, il y a masquer les options et parfois, en fait, il n'y a que ça qui arrive. Mais ça, vous l'auriez vu, vous me l'auriez dit, hein, s'il n'y avait que ça qui était visible. Donc, c'est afficher les options, voilà. Ok. Ah oui, les styles de contour sont là et on peut en charger certains. Ou en faire des nouveaux, oui. Il y a quand même ce qu'il faut pour faire des contours différents, en fait. Ça commence à ressembler un peu plus à Illustrator, mais voilà. Oui, ça s'appelle la Creative Suite. Hein. Ces trois logiciels, Photoshop, Illustrator, InDesign, c'est pour ça que parfois, on n'utilise pas certaines fonctionnalités dans InDesign et on va plutôt chercher dans Illustrator. Mais voilà, vous avez pu voir quelque chose que je n'utilise pas parce que j'utiliserais plutôt Illustrator à la place, les styles de contour, s'il fallait vraiment faire des styles spéciaux. Bien, tant qu'on y est, on va voir que c'est ici que ça se passe, les flèches. Ah oui, les flèches, si on doit faire des flèches dans InDesign, c'est là que ça se passe. Puisque on est dans la palette contour, je mets un peu en pause l'exercice ici et vous allez travailler un peu sur les flèches avant qu'on oublie de le faire. Donc, avec la flèche noire, vous avez cliqué à côté de la forme, elle n'est pas sélectionnée. Vous pouvez prendre éventuellement l'outil de création de ligne et commencer à tracer une ligne. Avec la touche Shift, ça va être parfaitement horizontal. On lâche le bouton à souris, puis la touche Shift. Voilà, vous avez fait une ligne parfaitement horizontale. Oui, petit retour en arrière. Donc, pour voir l'espace vide là, il faut augmenter bien l'épaisseur du contour. Mais vous avez aussi la possibilité de l'aligner à l'extérieur. Ça peut aider. Voilà. Parce que là, il était au départ à cheval sur les vecteurs. Si on le met à l'intérieur, dans ce cas-ci, ça ne va jamais le faire, vous n'allez pas le voir, forcément. Mais à l'extérieur, vous allez complètement le voir, en fait. Oui. Bon, ça, juste... Ok, je reviens sur la ligne que vous avez créée. Bon, ben, donnez-lui éventuellement une couleur et une épaisseur. Une couleur de contour, parce que si on met une couleur de fond sur la ligne, ça ne se voit pas. C'est une ligne.
Voilà. Donc, couleur de contour. Et alors, vous allez pouvoir choisir le type de début et de fin que vous voulez pour la flèche. Bon, donc je vais dans la palette contour ici, à cet endroit-là, choisir le type de fin que je veux, hein, la pointe. Voilà. Vous pouvez faire passer la fin, enfin la pointe là, de l'autre côté de la ligne, évidemment, avec ceci qui sert à inverser. Alors, vous avez l'alignement par rapport à la taille de la ligne. Là, la pointe de la flèche arrive à la fin de la ligne que vous aviez tracée. Mais ici, vous pouvez dire que c'est dans le prolongement. C'est assez visuel, je pense que ça se comprend. Est-ce que le système là, la flèche au final, est-ce qu'elle... voilà, est-ce que ça va au-delà de la ligne que vous aviez tracée ou ça doit rester dans les limites de la ligne que vous aviez tracée? Donc, si on modifie l'épaisseur du trait, vous voyez que la pointe se met à jour aussi au niveau de la taille. Alors, si c'est ça qu'il vous faut comme épaisseur de trait, mais que la flèche devrait être plus grande, ben, vous avez forcément ici l'échelle, en fait. Hein. Voilà. Donc, n'hésitez pas. 2, par exemple, à la 200 à la place de 100, touche tabulation, et voilà. L'épaisseur de la ligne est restée la même, mais vous avez modifié l'échelle de la flèche. En hauteur et en largeur, parce que la chaîne est cochée ici. Elle est enclenchée. Vous avez bien sûr également le début de la ligne que vous pouvez choisir. Voilà. Bon. Bon, mais là, je ne vais pas en mettre trop. Les flèches, alors comme vous le disiez tout à l'heure, vous avez commencé à faire le test par vous-même. En effet, si on prend un cercle, on va pouvoir faire une flèche dessus et peut-être même enlever des points sur le cercle à certains endroits. Bon, alors, on va quand même transférer rapidement cette flèche-là vers le cercle pour éviter de devoir refaire tout le processus qu'on a déjà fait. Donc, comment transférer la flèche qu'on a mise au point là sur le cercle pour éviter de devoir recommencer tout le paramétrage qui a été fait ici, les pourcentages, le choix de la pointe, l'épaisseur du trait, etc. Bien, écoutez, utilisez un style d'objet. Menu fenêtre, style, style d'objet. CTRL F7 sur le PC, commande F7 sur le Mac. Peut-être FN, commande F7. Ça dépend comment le clavier est réglé. Et alors, en ayant la flèche là sélectionnée, on va demander de faire un nouveau style d'objet. Menu de la palette style d'objet, nouveau style d'objet, ou le petit signe plus en bas, ça marche aussi. Avec la touche Alt, enfoncez la touche Option si vous voulez voir apparaître, comme quand on va dans le menu, vous voulez voir apparaître la boîte, donc nouveau style d'objet, voilà. Et là-dedans, à la partie contour, il doit y avoir, non, option de contour et d'arrondi, c'est ça, le contour est en 2 parties ici. Option de contour et d'arrondi, vous retrouvez ce qui vient d'aller chercher sur l'objet qui était sélectionné quand vous avez créé le style. Donc, les caractéristiques. OK. Je vais l'appeler flèche. Voilà. Il est là. Tant qu'à faire, je peux appliquer à l'objet qui vient de servir à faire ce style d'objet, je peux lui appliquer son style d'objet, flèche.
Et alors, quand je vais sélectionner le cercle et que j'applique flèche, en principe, on devrait voir la flèche, mais comme la forme est fermée, on la voit pas. Mais dès que la forme sera ouverte, on va la voir. Donc, ceci a servi à faire le style d'objet. Il utilise le style d'objet, je l'ai appliqué. Et puis, j'ai appliqué le style d'objet également sur le cercle. Et puis, en effet, c'est ce que vous aviez fait tout à l'heure dans vos petits tests, j'ai vu, avec la flèche blanche qui sert à manipuler des points individuels d'une forme, alors que la flèche noire sert à manipuler toute la forme. La flèche blanche, vous cliquez à côté, puis vous allez cliquer sur un des points de construction et touche suppression sur le clavier, ça va le supprimer. Et voilà. Dès que vous appliquez le style objet sur une forme ouverte, on voit la flèche. Merci. He's speaking. Donc ici, je vais aller un peu en arrière. Donc le cercle était sélectionné avec la flèche noire. Là, c'est tous les points du cercle qui se sélectionnent. Avec la flèche blanche, je vais pouvoir cliquer sur un des points. Mais une bonne chose à faire, c'est avant de cliquer sur un des points. Oui, parce que ça marche pas, j'arrive pas à en sélectionner un seul. Vous voyez, ils sont tous pleins. Je dois cliquer à côté. Pour désactiver tout, puis je vais pouvoir choisir le point sur lequel je clique. Et touche suppression au clavier. Voilà. Alors, on avait un autre problème, et je vais... oui, un autre problème, c'est que il y en a... Je vais créer le problème ici. Et on m'en a battu directement créé cette flèche. Voilà, j'ai créé le problème que certaines ont parmi vous, c'est-à-dire que la première flèche horizontale là, avait une couleur de contour, mais vous aviez laissé une couleur de fond qu'on ne voit pas, évidemment. Mais dès qu'on commence à... donc on fait un style d'objet au départ de ça, et quand on l'applique sur quelque chose qui permet de voir le fond, ben on voit le fond. C'est logique. Donc ce que vous devez faire dans ce cas-là, c'est, en ayant l'objet sélectionné là, case de fond à l'avant-plan, diagonale, voilà, case de fond à l'avant-plan, diagonale, on a enlevé le fond, et tant qu'à faire, on peut mettre à jour le style d'objet, parce qu'on vient, l'objet là, il s'est un peu éloigné de la définition du style. Dans le style, il est indiqué qu'il y a un fond rose, et je viens de l'enlever. C'est pour ça qu'on a le signe plus. D'ailleurs, si on survole, la formule nous indique c'est quoi là, le changement, c'est le fond, la couleur de fond. Et donc, vous vous souvenez, menu de la palette style d'objet, redéfinir le style. Voilà. Comme ça, toutes les formes suivantes que je vais faire, auxquelles j'applique le style d'objet flèche, elles n'ont pas le fond. Avec la flèche blanche, je clique à côté, puis je vais cliquer sur un des points, touche suppression, et voilà. Et alors, vous avez peut-être vu qu'avec la flèche blanche, vous pouvez aussi bouger les points. Il y a des tangentes. Voilà. Voilà, voilà. Donc la flèche blanche nous avait servi à sélectionner un des points et le supprimer, mais après, ça permet de manipuler des points individuellement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les courbes de Bézier, inventées par Pierre Bézier, qui travaillait dans l'industrie automobile et qui a inventé un système pour arriver à décrire des courbes avec très peu de points. Avant, il fallait beaucoup de données pour arriver à décrire des courbes, et lui, il a inventé un système avec de la tension dans les courbes, une formule mathématique, et avec seulement 4 points, on arrive à définir une courbe. Par exemple, cette courbe-ci, qui part là et qui termine là, est déterminée par la position de ce point-là, ce qu'on appelle des points d'ancrage, A-N-C-R-A-G-E, comme une encre de navire, parce que le tracé passe par ce point-là, en fait. Le tracé ancré sur ces points-là, les carrés. Et puis, il y a les poignées de tangente
qui sont rondes. Donc, la position des 4 points, les 2 poignées de tangente et les 2 points d'ancrage, permet de créer une courbe. Voilà, voilà. Et alors, je vous rappelle que dans les préférences mises à échelle de l'interface utilisateur, vous avez la taille de ces points. Si vous jugez qu'ils sont trop petits, dans les préférences mises à échelle de l'interface utilisateur, vous avez la taille des points d'ancrage. Et des poignées, oui, on appelle ça des poignées, les poignées de tangente. Vous voyez le principe de la tangente en mathématiques, qui est perpendiculaire à la courbe, en fait. Hein. Ça va, vous voyez? Ok. Alors, oui, comme c'est un peu de l'Illustrator. Ça fonctionne comme ça dans Illustrator et dans Photoshop aussi, parce qu'il y a cet outil-là pour manipuler les vecteurs. Voilà. Et avec la touche Alt, vous pouvez même casser la tangente. À ce moment-là, ce ne sera plus une courbe, ça va faire des pointes. Voilà. Là, je n'enfonce plus la touche. Je vous remontre. J'ai une tangente, une vraie tangente là. OK. Mais si j'enfonce la touche Alt, je peux casser. Voilà. C'est du dessin, en fait. Hein. Très intéressant, évidemment. Quand on fait des graphiques, des explications, et même en tant qu'élément décoratif, une flèche, ça peut être bien. Donc, quand je vous dis que ça peut servir d'élément décoratif, par exemple, ceci, par la palette contour, vous avez peut-être déjà pu tester les différents contours qui existent. Donc, voilà. Vous avez même la couleur pour l'espace entre les contours. Ok, donc ça, c'est pour faire du décoratif éventuellement. On superpose ça à des images, ça donne de la dynamique à la mise en page. C'est pas très sérieux comme mise en page, mais justement, parfois, les mises en page, il faut qu'elles soient ludiques, il faut qu'elles soient amusantes. Et là, vous avez les styles de contour nouveaux, oui, avec la création du contour, mais ça, c'est dans le menu de la palette contour. Oui. Bien. Ok. Et alors, tu demandais, est-ce qu'on peut pas dessiner directement la flèche? Oui, on peut directement dessiner la flèche, notamment avec le crayon. Donc, vous avez le crayon. Oui. Donc, le crayon, quand vous tracez, ben voilà. Bon, il a repris directement le dernier style d'objet qu'on avait utilisé. Mais ça moins précis. Ah, c'est moins précis, oui. Alors, quand vous double-cliquez sur l'outil crayon, vous allez pouvoir éviter que les micro-mouvements que vous faites avec la souris soient retranscrits, c'est-à-dire vous allez pouvoir lisser. Vous avez ici, quand vous double-cliquez sur l'outil crayon dans la palette des outils, vous avez les préférences et vous avez notamment le lissage, voilà. J'étais à 0%, c'est pas très bien. Tiens, je vais essayer 100% de lissage. Quand je trace, ça lisse. Ça lisse peut-être même un peu trop. Ça n'est pas très fidèle à mon tracé. Je vais diminuer à 60%. Voilà. Bon, il faut trouver le bon réglage. 80, c'est pas mal finalement pour moi. Ok.
Bon, je vais supprimer tout ça. Donc, vous avez vu le double-clic sur le crayon? Oui. On a ça dans Illustrator aussi. Avec la possibilité, quand l'objet est sélectionné, avec le crayon, d'aller redessiner, en fait, hein, la forme. C'est pas terrible, là. Yes. Oui. Je place la clé. Oui, C'est d'aller redessiner la forme, la reprendre. Donc là, j'ai mis fidélité 18 pixels, lissage 80, et ça marche pas si mal que ça. Donc, quand vous avez sélectionné le trait avec la flèche noire de la palette des outils, le crayon permet de redessiner éventuellement. Voilà. exact. Fini. Ok, le cercle qu'on avait fait tout à l'heure, qui utilise le style d'objet flèche, on avait été avec la flèche blanche, supprimer un des points. Vous avez également la paire de ciseaux ici, en fait. Si vous cliquez sur le point, ça coupe le tracé, en fait, hein. Là où vous cliquez, ça coupe. Après, on peut aller chercher, avec la flèche noire, un des bouts. Voilà. Et supprimer. Oui. Voilà. Mais oui. La paire de ciseaux pour couper un tracé. Donc, je recommence. Le cercle qui utilise le style d'objet. Donc, il y a la flèche, en fait, dedans. Avec la paire de ciseaux, si je clique sur un point, ou même pas sur un point, mais sur le tracé, ça va faire une forme ouverte, mais en réalité, le début et la fin de la forme sont au même endroit. On est d'accord? Ok, j'annule. Et donc, si j'y vais avec la paire de ciseaux plus loin, pour couper j'ai finalement deux formes. D'ailleurs, si on regardait dans la palette des calques, on les verrait. Voilà. Et il y en a une que je peux supprimer. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet de travailler aussi sur des blocs, ce genre de choses, hein. Des blocs de texte. Donc, si je crée avec l'outil texte un bloc texte, testé sur la page de gauche, si vous voulez, et vous le remplissez de texte, par exemple, voilà. Clic droit, remplir avec le texte de substitution. Vous allez pouvoir faire ce genre de choses. Avec la flèche blanche, on clique à côté pour désactiver tous les points qui sont actuellement activés parce qu'on a utilisé la flèche noire avant et donc tout est sélectionné. Je veux dire, si j'essaye d'utiliser la flèche blanche sur le bloc, là, mais tous les points bougent parce qu'ils sont sélectionnés. Donc, c'est pour ça qu'on clique à côté et puis on va pouvoir venir cliquer sur un des points et le bouger. Et on est en train de modifier la forme du bloc. Ok, je vais le mettre sur le côté et en refaire un nouveau. Oui. Avec la flèche blanche, cliquez à côté. Et si vous prenez un segment, ben vous bougez deux points en même temps. Oui. On peut aussi, au lieu de prendre par le segment, avec la flèche blanche, englober, faire ce qu'on appelle un rectangle de sélection, vous voyez,
pour sélectionner les 2 points du dessus, mais ceux du dessous ne sont pas sélectionnés. Vous voyez qu'ils sont creux, ils ne sont pas sélectionnés. Et en prenant n'importe lequel des 2 points, ça bouge, les 2 points bougent. Voilà. Ça peut être intéressant. Bon, ça donnera mieux si dans la palette paragraphe, j'ai demandé du texte justifié comme ça. Il va coller sur le côté de la forme, côté droit, et quand on visualise en aperçu, on voit mieux la forme. Ah, ça ouvre des perspectives, tout ça. Là, je retrace un bloc. Je vous montre ceci que vous pourrez tester aussi. La plume. Derrière la plume, il y a une plume plus. Vous savez que quand il y a ce petit triangle noir en bas à droite de l'icône de l'outil, ça veut dire qu'il y a d'autres outils derrière. Si vous gardez le bouton à souris enfoncé, vous voyez les autres outils derrière. Plume plus. Et donc, avec la plume plus, vous allez pouvoir aller sur le bord du bloc, ajouter un point. Alors, voilà. On a ajouté un point. Et avec la flèche blanche, ce point, on peut le bouger. Il faut cliquer à côté. Voilà. Parce que tout était resté sélectionné. Voilà. On peut le bouger. Derrière la plume plus, vous avez l'outil de conversion. On est d'accord que le point que j'ai ajouté n'a pas une tangente. Mais si j'appuie sur le point, je garde appuyé et je bouge, je lui mets une tangente. Mais attention, là, je suis en train de faire un nœud. C'est pas dans le bon sens. J'ai appuyé sur le point, j'ai descendu et je vois qu'il y a une espèce de nœud. Je dois monter. Voilà. Et là, j'ai fait une courbe, en fait, sur le bord du bloc. Encore une fois, ça se verra mieux si je mets le texte en justifié. Voilà ce que ça donne quand on est en aperçu. Donc, c'est l'ajout d'un point sur le bloc avec la plume plus. Et puis, sur le point, et puis, oui, j'ai bougé le point avec la flèche blanche, mais j'ai dû cliquer à côté parce que tout était sélectionné. J'ai dû cliquer à côté pour pouvoir bouger seulement ce point-là avec la flèche blanche. Et puis ensuite, avec l'outil de conversion, j'ai été modifié. Je vais refaire la démo ici, comme ça vous voyez. Je refais la démo. Total, je crée le bloc. Clic droit, remplir avec le texte de substitution. Avec l'outil Plume Plus, je vais cliquer sur le bord du bloc pour lui ajouter un point, voilà. Avec la flèche blanche, je tente de bouger le point, mais c'est tout le bloc qui bouge parce que tous les points sont sélectionnés, ils sont tous remplis, tous les points qui composent le bloc. Donc, je dois cliquer à côté, puis venir cliquer sur ce point et le bouger. Et là, il n'y a plus que lui qui bouge, les autres sont creux. Pour faire une courbe, c'est l'outil derrière la plume, l'outil conversion. J'appuie, je garde appuyé, je bouge. Ça fait un nœud. Ça veut dire que je garde appuyé, mais je bouge dans l'autre sens. Voilà. On a fait une courbe. Et avec la flèche blanche, on peut aller manipuler les tangentes comme on le faisait tout à l'heure sur l'autre forme. On peut également mettre des images dans des formes irrégulières comme ça. S'il n'y avait pas le texte, le bloc, si je l'avais créé au départ avec un des outils ici, je l'ai manipulé, j'ai ajouté des points, des tangentes, je peux amener une image dedans.
Donc, ce genre de manipulation, c'est sympa, mais c'est encore mieux quand ça sert la narration, quand il y a une raison de le faire. Oui, ça peut être purement décoratif, mais si en plus vous donnez une forme spéciale à ça, vous vous souvenez qu'on avait vu une mise en page avec des blocs qui étaient éclatés et il y avait au centre l'image d'un jeune avec un pistolet. Voilà, c'est l'exemple que la mise en page spéciale sert la narration. Vous avez une forme avec du texte dedans? Bon, juste un petit rappel. Si vous lui mettez une couleur de fond au bloc, pas une couleur de contour, ce que je viens de faire, plutôt une couleur de fond, voilà, c'est ce que je voulais faire. Vous pouvez éloigner le texte du bord du bloc avec objet, option de bloc de texte, objet, option de bloc de texte, et vous avez la marge intérieure. Dans le cas d'un bloc irrégulier qui n'est pas rectangulaire, vous n'aurez pas la marge du haut, du bas, de gauche et de droite. Hein, c'est une marge comme ça. Donc, case aperçue cochée, et ça va repousser le texte, l'éloigner du bord. Je pense qu'on avait vu ça. Vous confirmez? Voilà. Bon, soyons fous, avant de redémarrer sur l'exercice des médaillons, ici, on va tester la plume. Comme ça, c'est une première approche. La plume, pour dessiner. Le crayon, ça fait des vecteurs, mais c'est pas toujours hyper précis comme on veut. Alors ça, c'est vraiment la plume, la bête noire des infographistes débutants. Donc, allons-y. J'espère que vous n'êtes pas choqués par l'expression, parce qu'on est en 2025, bête noire. Mon épouse est sénégalaise, alors je ne suis certainement pas raciste. Non, mais il faut se méfier en 2025 des expressions qu'on utilise. On va dire c'est la technique problématique. Oh, il y a pire pour être choqué. En 2025, celui qui veut chercher des raisons d'être choqué, il va en trouver. Vous savez comment ça va. Je vous ai expliqué, rien que d'utiliser la police J100 ou d'utiliser des polices de caractère un peu africaines quand on parle de trucs africains ou un peu asiatiques. Tout ça, ça peut être maintenant, tout est sujet à controverse. Ok, donc ici, avant de dessiner, on va choisir la couleur avec laquelle on dessine. Voilà. Donc la plume, pas la plume plus, hein, la vraie plume qui sert à dessiner. La plume plus, ça sert à ajouter des points sur un tracé existant, mais la vraie plume sert à dessiner. On va pas y passer du temps, hein, parce que c'est juste pour une première approche si vous ne connaissez pas. Donc, couleur de contour, pas de couleur de fond, c'est pas plus mal. Et alors, allons-y. Vous allez cliquer sans bouger la souris. Vous avez mis un premier point. Ensuite, vous allez plus loin. Vous appuyez, vous gardez appuyé et vous bougez. Ça fait une tangente. Vous allez plus loin. Vous appuyez, gardez appuyé. Et voilà, c'est le principe du dessin avec la plume. Et alors, il ne faut pas faire trop de points. Bon, ça, c'est juste le premier test. Après, on va faire autre chose. Hein. Vous allez voir. Je vais changer la couleur du calque parce que les vecteurs bleus sur la couleur bleue que j'ai choisie, c'est pas génial. Je vous rappelle qu'on double-clique à droite du calque et on peut choisir la couleur des vecteurs.
Voilà. OK. Alors, pour indiquer qu'on a terminé le tracé, il faut normalement, avec la flèche noire, cliquer à côté. Mais c'est l'occasion de voir le raccourci, la touche commande sur le Mac ou contrôle sur le PC. En fait, c'est la dernière flèche utilisée qui arrive, mais ça va marcher. La touche commande enfoncée sur le clavier ou contrôle, vous cliquez, ça désactive. C'est le raccourci de la flèche. Donc, pas besoin, si je veux faire une deuxième forme à la plume très vite, pas besoin d'aller enclencher la flèche pour dire que je termine la première. Le raccourci, ça marche. OK, on est avec la plume quand on n'enfonce pas la touche au clavier. Je vous montre la suite. Open your eyes, ouvre tes yeux. Je clique. J'appuie, je garde appuyé. Je bouge, ça fait une tangente. Avec la touche commande du Mac ou contrôle du PC, je peux aller prendre la poignée et la bouger, ou même le point que j'ai fait, le bouger. Prenez la première moitié de tangente. La deuxième moitié, cette poignée-là, n'y touchez pas. Voilà, je lâche la touche commande du clavier, donc c'est plus la flèche, c'est la plume, et je continue. J'appuie, je bouge, et même principe, touche commande, et je vais ajuster. Et je vais plus loin. Et vous voyez, l'astuce, c'est de faire une petite tangente. C'est la méthode préconisée par Adobe. Commencer par des petites tangentes et avec le raccourci, aller modifier. Oui, on peut parfois aller prendre la tangente d'avant quand même pour lisser un peu. Ben voilà, si vous avez compris ça, vous avez compris la méthode de création des tracés. Avec la plume. Ouais. OK. Et ça peut servir à faire des blocs, bien sûr. Des blocs fermés, je veux dire. Mhm. Ah oui. Oui, le raccourci de l'outil de conversion, c'est la touche Alt, la touche Option. Voyez, pour casser la tangente, la touche Alt, la touche Option. OK, si on revient sur le premier point, ben on a fait un bloc qui peut contenir une image ou du texte. Outil texte, je clique, voilà. Clic droit, remplir avec le texte de substitution ou une image avec le contour ou pas visible. Voilà, voilà. Que dire de plus sur les flèches? Pour mettre une image dedans, il suffit juste d'importer et de mettre dans la forme. Il suffit que la forme soit sélectionnée. Pour mettre une image dedans, il suffit que la forme soit sélectionnée et on fait fichier importer et ça va importer dans la forme. Si l'option remplacer l'élément sélectionné est cochée ici. Mais si elle contient déjà du texte, elle ne peut pas contenir une image. Donc je dois, dans ce cas-là, si je veux mettre une image dedans, cliquer dans le texte, faire commande A, donc CTRL A sur le PC, c'est édition tout sélectionné, appuyer sur la touche suppression sur le clavier. Voilà, le bloc est sélectionné, il est vide, il peut donc contenir du texte ou une image, peu importe. Et je vais chercher une image là où on en avait. Ouais, on avait des images, voilà. Objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Voilà. L'image n'est pas terrible. Double clic, outil de transformation, touche majuscule, puis bouger. Enfin, vous voyez, c'est les trucs habituels, quoi. Bon, la forme ici convient pas tout à fait pour l'image, mais je peux encore aller la modifier. Ah, ça peut être très sympa, hein. Puis, Ça dépend ce qu'on fait. mhm. Je veux dire, faites pas ça pour un rapport d'entreprise, quoi. Par contre, pour des documents ludiques, pourquoi pas? Et encore une fois, la forme pourrait avoir du sens. Parce que, tant qu'à faire,
autant que la forme soit en rapport avec le sujet, peut-être. Ça pourrait être une forme de tête de chien ou je sais pas, à vous de voir. Ça dépend de quoi on parle. Bon, OK, ben écoutez, tout ça, moi, je vais enregistrer, puis je vais le mettre sur le côté.